Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un réel plaisir, en ma qualité de chargé de programme de l'Institut Free Afrique, de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue sur ce bel espace que nous avons aménagé pour désormais organiser nos rencontres d'intelligence collective. Ce soir, nous allons produire de l'intelligence collective sur le drame de Yirgou. Au-delà de l'émotion, de quoi Yirgou est-il le nom? C'est le thème de la table ronde de ce soir. Elle sera modérée par Dr Savanga Seydou Erlogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, que j'invite à prendre la parole pour son mot d'introduction. Je voudrais souhaiter à tous la bienvenue à l'Institut Free Afrique, à l'espace Sankara de l'Institut Free Afrique. On appelait désormais cet espace l'espace Sankara, d'où la stèle que vous avez à ma droite ici, qui est offert à un grand homme, sans doute le plus grand homme de notre histoire, Thomas Sankara. Je voudrais remercier mes collègues qui ont la tâche ingrate d'être dans l'ombre. On est très content de vous savoir nombreux aujourd'hui autour d'un sujet majeur. Nous avons l'habitude à Free Afrique de travailler sur des sujets extrêmement difficiles parce que notre mission, nous avons la grosse tête de dire que nous scrutons nos leaders. C'est ça qui nous intéresse. Là où nous avons des faiblesses, c'est ça qui nous intéresse. De les regarder, de les scruter, de les ausculter, de les penser, eux, de les penser à, pour faire en sorte qu'on puisse en avoir l'intelligence et en conséquence avoir des réponses indiquées. Mais je dois dire que ce soir, c'est très particulier. C'est très particulier parce que j'anticipe un peu les propos de mes collègues, mais je crois que c'est le drame le plus grave de l'histoire du Burkina Faso. On n'a jamais connu ça de mémoire de jeunes chercheurs. La question va vous être posée s'il y a des antécédents aussi graves. Ce qui est arrivé est extrêmement grave. À savoir que dans la nuit du 31 décembre 2018, pendant que beaucoup réveillonnaient, pendant que beaucoup étaient au bilan joyeux ou plus ou moins joyeux, aux projections plus ou moins heureuses de l'année 2019, dans la région du centre-nord de notre pays, précisément dans la province du San Matenga, dans la commune de Barsalogo, dans un village, le chef du village, qui se trouve être également le conseiller municipal du village, est assassiné par des assaillants. Et en plus de lui, il y a 5 autres personnes qui sont assassinées, dont plusieurs membres de sa famille. Il semble, selon les témoignages des journalistes, les communiqués officiels, que des groupes armés ainsi que des populations se sont organisés et ont pris en chasse les assaillants, disons terroristes. Mais vainement. Ils en reviennent et s'entraînent à des campements, on va dire majoritairement Peul, sinon Peul, et commettent ce qui n'a pas autre nom que des massacres. Ce qui est arrivé le 31 dans la nuit, le 1er janvier, le 2 janvier, voire plus tard, ce sont des pogroms avec plusieurs dizaines de victimes mortes donc. Et puis, vous avez vu ce qui est arrivé avec une réaction des autorités qui est celle qu'elle a été, on va les qualifier tout à l'heure, pour les besoins de l'intelligence collective, pour les besoins de l'intelligence du drame. Le chef de l'État s'y est déplacé le 5 janvier. Et puis, on a connu cette formidable émotion nationale qui est légitime, qui a manifesté notre indignation collective et qui montre donc que dans notre pays, en tout cas, de ce que nous avons montré, nous avons tous été indignés et nous souhaitons que cela ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Comme il a indiqué Eric, il est extrêmement important qu'au-delà de l'émotion, que nous fassons place à l'impératif d'avoir l'intelligence de ce drame. En d'autres termes, qu'est-ce qui est arrivé à Yirgou? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cela est-il arrivé? Qu'est-ce que cela annonce?
comment on peut conjurer ce que cela pourrait annoncer de grave? C'est ça les questions qui nous intéressent. De sorte que, 3 semaines après le drame, Free Afrique engage l'initiative de rassembler des chercheurs pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. La table ronde poursuit 2 objectifs. Le premier, c'est de produire l'intelligence du massacre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'en connaître la réalité factuelle, c'est de comprendre pourquoi, donc d'analyser la causalité, et de scruter les conséquences. Ça, c'est l'ensemble des éléments du premier objectif, avoir l'intelligence du drame. Le deuxième objectif est d'esquisser un agenda d'action multi-acteurs pour faire en sorte que nous puissions ensemble, chacun dans sa légitimité, chacun en ce qu'il concerne, empoigner le défi historique qui nous est lancé pour conjurer ce qui pourrait être un avenir noir. Je voudrais que, de façon très respectueuse, nous nous mettions debout pour faire une minute de silence en l'honneur des victimes de la barbarie. Une minute de silence en l'honneur de ces victimes de l'ignorance criminelle. Mais pas seulement une minute de silence pour leur honneur, mais une minute de silence pour dire que nous souhaitons que justice soit faite jusqu'au bout sur ce drame. Merci pour la minute de silence. Pour nous, notre table ronde c'est pas une tribune de monologue, c'est pas une tribune de diatribe sans fondement analytique, ce n'est pas de la vocifération, ce n'est pas de la mise en accusation gratuite. C'est un lieu d'intelligence collective, où la parole est libre, où la parole cherche à nous rendre tous, doit chercher à nous rendre tous intelligents par rapport à ce drame. Nous avons choisi un panel de 3 collègues chercheurs de différentes disciplines. J'ai à ma gauche le professeur Youssoufou Ouedraogo, qui est enseignant-chercheur à l'université Ouaga 1, qui a publié une trentaine de tribunes dans la presse sur les questions d'actualité, sur les questions d'éducation, sur les questions de l'environnement qui sont son domaine de recherche. Il est biologiste et qui a aussi produit une vingtaine d'articles scientifiques, qui a contribué à 2 ouvrages sur l'environnement et les changements climatiques, qui a contribué à un ouvrage collectif dans Cahiers de Céleste, Médiation et paix et réconciliation, et surtout qui a sorti ce livre, qui arrive opportunément, qui s'appelle Vivre ensemble, au-delà du slogan. Moi, je n'ai pas fini de lire, mais c'est un livre extrêmement stimulant et nous sommes en train de convenir avec lui qu'ici même, dans quelques semaines, nous allons le recevoir pour qu'il présente en long et en large cet ouvrage, comme on en a quelquefois l'habitude, à l'Institut Free Afrique. Merci, professeur Youssoufou Ouedraogo, d'être là. Il est l'un des complices de Free Afrique qui, depuis quelques mois, quelques semaines, nous avons le bonheur qu'il fréquente notre institut de recherche. À ma droite, j'ai le professeur Ludovic Kibora, qui est directeur de recherche de l'INSS au CNRST, qui est anthropologue, qui est co-auteur d'un ouvrage sur les transformations sociopolitiques au Burkina de 2004 à 2016, avec un livre à paraître sur la sécurité par le bas, perception et perspectives citoyennes de sécurité au Burkina Faso. La parution est prévue dans 2-3 mois, en avril 2019. Le professeur Kibora a eu le bonheur de conduire avec d'autres collègues non-burkinabais des équipes de recherche qui ont sillonné plusieurs parties du pays, dont Yirgou. Et il a envoyé un autre ingénieur de recherche depuis quelques jours qui nous est revenu hier, je ne sais pas s'il a eu les comptes rendus chauds pour nous instruire sur ce qui s'est passé à Yirgou. C'est cela la légitimité de l'invitation de notre professeur anthropologue qui est un chercheur sur le sujet depuis très longtemps. Nous avons également dans le panel, à l'extrême gauche de moi ici, Dr Batioula Jacob Yara, qui est sociologue, qui est enseignant-chercheur à l'université Ouaga 1, et dont les travaux portent sur les industries culturelles. Il est très connu dans le milieu culturel pour ça, mais aussi qui a fait des travaux très documentés sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Jacob, je ne sais pas pourquoi c'est aussi court que ça, ce que tu as écrit, mais
Jacob est également quelqu'un d'assez instruit sur le sujet, un chercheur tendu à la compréhension de cette problématique-là. Et donc, on est très heureux de l'avoir. On doit s'excuser pour l'absence du professeur Cyril Koné. Nous l'avions annoncé sur l'affiche en disant à confirmer. On n'a pas pu avoir confirmation en raison de son agenda. Il a marqué un grand intérêt pour la table ronde et il a indiqué qu'il souhaitait avoir les conclusions. Et comme nous espérons que ça va être une ouverture d'un débat long pour que le défi soit bien pris en charge, on pense qu'on l'aura également, ainsi que d'autres collègues qui auraient pu être là, qui sont là également. Notre table ronde est organisée comme suit, autour de plusieurs axes. Dans un premier temps, on va essayer de qualifier ce qui est arrivé. On va essayer de comprendre ce qui est arrivé en repartant dans la mémoire des chercheurs pour regarder est-ce qu'il y a des précédents, est-ce qu'il y a des équivalents, est-ce qu'il y a des similarités et qu'est-ce qui est tout à fait nouveau avec Yirgou. Et sur cette question, par exemple, je vais distribuer la parole tout à l'heure, et sur cette question, les collègues vont se prononcer assez rapidement, et on va attaquer un deuxième axe de questionnement sur les facteurs déterminants, les causes profondes de Yirgou. Ça, c'est le deuxième axe. Puis nous aurons un troisième axe qui, bien entendu, va être la question du que faire. Après ces trois premiers axes, notre table ronde va passer la parole au public en deux temps. Le premier temps sera une série d'interventions ciblées dans l'audience. On n'est pas assez bien organisé, donc il faut que ma collègue m'envoie la liste des amis qui vont intervenir tout à l'heure pour que ma mémoire ne soit pas défaillante. Adjara Corbego, merci. Et donc, cette série d'interventions ciblées dans la salle, c'est 5 à 6 personnes qui auront la parole pour 2 minutes chacun pour faire des interventions avant qu'on ouvre la question à nous tous ici dans un jeu de questions-réponses pour que la salle, la table ronde y réagisse, les personnes ressources ici puissent réagir également. Si cela nous convient, je suggère que nous ouvrions la discussion autour de qu'est-ce que c'est que Yirgou? Comment on peut qualifier ce drame pour l'anthropologue, pour le biologiste tendu à la compréhension des questions sociétales, pour le sociologue et peut-être pour l'économiste? Qu'est-ce que c'est que ce drame? Y a-t-il des précédents à ce drame? Y a-t-il des événements similaires? Et qu'y a-t-il de singulier par rapport à Yirgou? On n'a pas été assez complice pour savoir qui va commencer par... Qui va commencer par l'aîné, d'accord. Vous avez mal commencé, vous avez commencé par le petit frère. Merci beaucoup, professeur Ouedraogo. Donc, cette première série de questions, vous avez 2-3 minutes, 3 minutes pour essayer d'y répondre. Qu'est-ce que c'est que ce drame? Y a-t-il des précédents? Est-ce qu'il y a des événements similaires? Et surtout, quelle est la singularité de ce drame? Certains pourraient évidemment... Je remercie d'abord Free Afrique d'avoir pris le risque, entre guillemets, d'inviter un biologiste dans ce genre de discussion. Mais je dis aussi que les problèmes du pays actuellement sont suffisamment complexes qu'on doit aller à l'aventure intellectuelle. Et dans cette aventure intellectuelle, évidemment, c'est individuel au niveau de chacun, les questions sont complexes, mais aussi au niveau de l'offre de la parole. Ne pas avoir peur de donner la parole pour quelqu'un qui, a priori, n'a pas de lien particulier avec le sujet. Bon, c'est peut-être pas tout à fait le cas en ce qui me concerne, mais ne pas avoir peur de donner la parole à un biologiste sur des questions qui, a priori, ne portent pas sur ce domaine de façon précise. Maintenant, concernant les événements qui se sont passés, évidemment, sous le regard d'un biologiste, c'est un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement porte sur... il y a des organes, si on veut appliquer un raisonnement biologiste à l'organisme social, on a des organes qu'on dit organes nobles. Ils pèsent quelques centaines de grammes, mais quand ils ne marchent pas, tous les 70 kilos ne valent plus rien. Et sous ce temps, c'est un dysfonctionnement d'un organe noble. C'est vrai que c'est un dysfonctionnement local. Ça porte sur un organe, ça porte sur une localité précise. Et l'organe qui est attaqué ou touché, c'est je ne vais pas ressasser le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale qui est attaquée. Évidemment, cette cohésion sociale, si elle ne marche pas, le vivre ensemble ne peut pas fonctionner. Et ce niveau local ne restera pas local. Il y a des répercussions comme des voies de conduction qui amènent le message dans les autres localités du pays, pouvant évidemment réverbérer et rendre le problème aussi plus grave.
Maintenant, la question c'est, évidemment, est-ce que c'est juste un dysfonctionnement, c'est juste un genre faux mouvement, douloureux certes, mais qui peut passer, qui revient, ou bien c'est quelque chose de plus malin, comme diraient les médecins, qui pourrait s'aggraver et envahir l'ensemble de vivre ensemble à l'échelle de l'organisme. L'organisme ici, ce serait peut-être l'organisme social à l'échelle nationale. Donc ça, évidemment, ce sont les questions que nous pouvons, enfin, comment on peut voir sur le plan biologique, étant entendu que, évidemment, l'organisme national n'est pas un organisme mortel. En tout cas, à l'échelle que nous percevons, ce n'est pas un organisme mortel. Donc ça ne peut être que des dégâts, des douleurs dramatiques, certes, mais évidemment, ça ne remet pas en cause la survie de l'organisme qui serait la nation. Donc voilà rapidement ce que je peux dire sous ce temps-là sur les événements de Yirgou. Maintenant, est-ce que je dois avoir vous en connaissez de mémoire de chercheurs quand même qui se coltinent la question sociale depuis des dizaines d'années, des précédents, des similarités avec des événements antécédents? Le précédent qui me vient à l'esprit, bon, il y a dans ce genre de conflit, il y a deux autres qui m'ont marqué, mais ce qui est plus proche, enfin, à mon avis, de l'événement de Yirgou, c'est ce qui s'est passé à Baléré en 2004, en juin 2004. Parce que les deux sont partis de l'assassinat de personnes tampons. On a qualifié la personne qui a été assassinée à Baléré de personne tampon. C'était un riche commerçant qui faisait la médiation entre les communautés d'agriculteurs et les communautés d'éleveurs. La personne a été assassinée, on a arrêté des suspects, qu'on a libérés, faute de preuves, au bout d'une semaine. Et ça a déclenché le massacre sur 2 jours. Et ce qui est inquiétant, c'est les 2 jours. Un premier massacre, enfin, massacre pour tuer 5 personnes. Ça reste un massacre, même si ça n'atteint pas l'ampleur de Yirgou. Imaginez, les gens sortent tuer 5 personnes, la nuit, ils rentrent, ils dorment, et le lendemain, ils ressortent pour aller tuer encore. Ça veut dire que ça ne les a pas apaisés, il n'y a pas eu de rappel de conscience. Quelque chose n'est pas revenu à leur conscience pour le dire, mais ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ils sont ressortis pour reprendre. Pendant que les autres étaient en train d'enterrer les massacrés d'hier, ils sont partis les jeunes au cimetière pour poursuivre le massacre. Et les gens ont fui. Après, il fallait amener des prisonniers pour enterrer ceux qui ont tué ce jour-là. Donc la similitude avec Yirgou, c'est l'assassinat d'une personne qui servait de médiateur dans les communautés virtuellement, enfin, qui pouvaient être potentiellement en conflit. À Yirgou, c'est pareil. On a assassiné un chef de village, conseiller municipal et guérisseur traditionnel selon les informations qu'on a reçues. Donc, probablement quelqu'un dont la voix pèse dans la communauté. Bon, il a été assassiné. L'élément qui vient faire la différence, c'est des terroristes, enfin, présentés comme tels, qui sont venus faire l'attaque. Quand bien même cette personne semblait directement ciblée par ces personnes qui sont venues pour les attaquer. Donc, on assassine une personne médiatrice, enfin, quelqu'un qui sert de tampon, celui qui calme un peu les esprits, et après, les massacres reprennent. Ça vous rappelle tous quelque chose. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. C'est parti de l'assassinat du chef d'État et les massacres ont commencé. Bon, c'est des hypothèses. On ne sait pas si c'est dans la même veine, mais il y a beaucoup de similitudes contre le fait qu'on élimine quelqu'un qui sert de médiateur, qui calme les tensions, et que, après, évidemment, la voie est ouverte pour les extrémistes de passer. Voilà. Voilà, supposé être médiateur. Et après, ça ouvre la voie au massacre tel qu'on l'a vu. Voilà, c'est tout. Que vous reveniez tout à l'heure, mais je note que vous avez indiqué quelque chose de très important, plusieurs choses, mais je note une chose en particulier, à savoir la persistance de la haine criminelle, qu'une nuit de sommeil n'arrive pas à apaiser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. Je me retourne vers le professeur Kibora, autour de la même question. Est-ce qu'il y a des antécédents à votre connaissance? Est-ce qu'il y a des similarités? Et quelle est la singularité du drame de Yirgou? Merci, Dr Seydou. Je crois que pour ce qui est de Yirgou, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'expression de la bestialité qui est dans l'humain. Je crois que dans tout homme, il y a un côté animal. Et la société a pour but donc de pacifier
à travers les normes et les règles, donc ce côté-là, de faire en sorte qu'on puisse respecter un certain minimum pour vivre ensemble. Et lorsque la société ne parvient pas à le faire, le biologiste a parlé tout à l'heure donc de dysfonctionnement, moi je disais de défaillance dans le système. Et où se situe maintenant cette défaillance? Lorsqu'on remonte tout à l'heure dans ta présentation, tu as évoqué les pogroms. Il faut noter que les pogroms datent c'est un mot russe d'ailleurs qui date de 1881 à 1886, où avec l'assassinat du tsar Alexandre II, il y a une série de tueries qui est partie contre les juifs. Et ça a commencé depuis cette période, et malgré la révolution bolchevique, ça n'a pas pu être anéanti. Ça a été calmé dans certaines zones pendant que ça se poursuivait ailleurs. Et après, il y a eu une résurgence avec le nazisme en Hitler, de triste mémoire. Alors, donc, lorsqu'on regarde ces phénomènes-là, après aussi, plus près de nous, on a vu ce qui s'est passé à Tabou en Côte d'Ivoire et au Rwanda tout à l'heure, le professeur en parlait. Je crois qu'il y a un concentré d'éléments. Yirgou, c'est comme une sorte donc de cocktail explosif, et puis il y a eu un moment où cela a explosé. Et qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? Il y a différents éléments qu'il faut noter, parce que Yirgou, ce n'est pas un simple conflit communautaire, il y a une intervention extérieure, parce que généralement dans les conflits, dans les querelles de ce genre, il y a le local et puis l'extérieur. Et dans ce processus, vous avez vu que dans Yirgou, lorsque je parle de cocktail, il y a non seulement les Koroluego qui sont les groupes d'autodéfense, et il y a les ressentiments liés aussi à la mauvaise gestion donc de certains conflits anciens, et tous ces éléments, et finalement l'intervention des terroristes qui viennent assassiner le représentant donc du pouvoir traditionnel, ce n'est qu'un élément déclencheur d'une situation explosive qui existait déjà. Et je crois que lorsque je parle de défaillance, c'est parce qu'il n'y a pas eu une anticipation pour prévenir donc la survenue d'une telle situation. C'est pourquoi Yirgou a pu être dramatique. Et le drame de Yirgou, parce que lorsqu'on parle d'antécédents, je rappelle qu'en 86, c'était sous la révolution de Sankara, il y a eu Mangodara, où il y a eu des agriculteurs Karaboro contre des pasteurs nomades. Et il y a eu, par la suite, il y a eu d'autres querelles interethniques, Begedo et Nyagado. Tous ces éléments, on peut les mettre dans des conflits communautaires ou intracommunautaires, mais souvent il y a l'élément qui intervient en amont, ou bien qui vient comme une sorte de levain pour entraîner donc la destruction, parce que je crois que Jean-Bernard Ouedraogo a écrit un ouvrage sur les Banfora où il a parlé donc de logique donc de destruction, et cet élément qui intervient, c'est dans le cas de Yirgou, il faut le reconnaître, je crois que c'est l'intervention des groupes d'autodéfense et la sophistication donc des massacres, et puis la bestialité avec laquelle cela s'est exprimé. Et je crois que si tous ces problèmes avaient été circonscrits, comme l'a dit par le passé, on était à 2-3 morts, et là on se retrouve avec des dizaines, et comme on le dit assez souvent, le sang appelle le sang. Et donc comment faire pour arrêter le cycle? Je crois qu'on est là pour réfléchir, et on va trouver ensemble donc des pistes de réflexion pour enrichir donc cette discussion. Merci beaucoup, professeur, de rappeler l'excellent travail de Jean-Bernard Ouedraogo, qui est un sociologue burkinabé, qui a bientôt, je peux dire, peut-être plus de 30 ans de carrière sur ces questions, qui vit hors du pays, mais qui a produit un excellent ouvrage en 1998 sur un drame similaire dans la région de Banfora, et qui décortiquait cela en long et en large. Docteur Yara Jacob, je vous donne la parole sur la même question. Oui, merci pour la parole. Et du reste, merci à Free Afrique et en particulier donc au docteur Ouedraogo pour l'opportunité qu'on nous offre donc de réfléchir ensemble sur cette question assez émotionnelle, question également assez difficile par rapport donc à l'histoire de notre pays. Peut-être dans la perspective du sociologue que nous sommes, nous pouvons qualifier ce qui est arrivé à Yirgou comme étant un conflit. Un conflit maintenant ouvert, un conflit intercommunautaire, un conflit éleveur-agriculteur. Nous verrons peut-être tous ensemble de quel type de conflit il est, mais ce qui est sûr, c'est un conflit ouvert. Il est ouvert parce qu'il vient
mettre fin à une situation normale, à une situation qu'on désire, à une situation qu'on espère pérenne, une rupture justement avec une situation harmonieuse qui est voulue. Tous ceux qui sont à Yirgou voulaient vivre paisiblement. Ça, c'est une donnée sur laquelle peut-être il faut insister, le besoin de vivre en paix. Donc, c'est une rupture qui vient mettre fin donc à cette envie, à cette situation harmonieuse, et c'est en lien avec les contradictions en termes donc d'interaction entre donc les individus et les individus avec ce qu'ils ont mis en place comme système. C'est aussi en fait en tant que sociologue toujours un fait social qu'on pourrait qualifier aussi de fait social total. Il est un fait social parce qu'il touche à la structure de la société, parce qu'il touche au vivre ensemble, parce qu'il touche à l'ensemble donc des normes ou bien des mécanismes donc d'organisation donc de la société ou du territoire. Donc c'est un fait social et il est total parce que nous allons voir peut-être dans la suite donc de notre réflexion qu'il touche à l'économie et qu'il touche aux politiques et qu'il touche également à la famille, qu'il touche aux institutions, etc. Donc c'est un fait social. Nous pouvons qualifier ce qui est arrivé à Yirgou comme étant un fait social, mais surtout un fait social total. Si j'étais philosophe, j'allais dire en plus que c'est de l'absurdité. C'est une absurdité humaine. Donc, de régler par l'absolu, les questions donc d'une société. L'absolu ici, c'est donner la mort. C'est d'être dans une logique de destruction où on ne donne plus la possibilité à l'autre donc de réagir parce qu'on le tue, parce qu'on l'élimine, parce qu'on le rase, parce qu'on l'élimine, parce qu'on le gomme. Donc, c'est de l'absurdité et elle est foncièrement humaine. Et si, en tant qu'observateur, en tant qu'humain également, je peux peut-être dire que c'est un malaise et c'est une peut-être alarmante misère morale que nous avions vue sur Yirgou. En somme, je pense qu'il s'est passé à Yirgou quelque chose d'ordinaire, mais qui sort de l'ordinaire. Ça, je ne contredis pas le docteur Ouedraogo qui dit que c'est quelque chose de spécial, d'extraordinaire, de nouveau. Mais c'est quelque chose d'ordinaire qui s'est passé à Yirgou, mais qui sort de l'ordinaire, avec peut-être deux clés. La première clé, c'est la clé donc du terrorisme, qui s'est invité donc dans notre zone, la zone sahélo-sahélienne. Mais l'autre clé, peut-être qu'on va peut-être dire davantage, mais l'autre clé aussi, c'est la clé des Kologouéro. Donc, ça sort de l'ordinaire parce qu'on a ces deux clés qui sont nouvelles, enfin, deux clés qui posent un peu donc la question, qui nous permet de poser autrement la question. Les Kologouéro, voilà, qui ne sont pas dans l'opinion générale ou dans la conscience collective encore acceptés ou voilà. Et la situation donc du terrorisme qui est dans la zone et on part du fait que des terroristes sont arrivés à Yirgou, ont assassiné donc le chef coutumier. Maintenant, de mémoire donc de chercheurs, si on arrivait à qualifier donc ce qui s'est passé à Yirgou, on pourrait aisément se rendre compte qu'il y a eu des faits plus ou moins similaires dans le pays si on considère qu'après coup, c'est une opposition entre donc deux catégories socio-professionnelles comme agriculteurs et éleveurs. On en a eu plein au Burkina. Si c'est c'est un malaise entre donc des communautés, ça aussi, on a des exemples à travers le pays. Donc voilà ce que j'aimerais dire par rapport à cette question, avec un regard plus ou moins sociologique du phénomène. Merci, chers collègues. Je reviendrai à vous pour commencer tout à l'heure sur la question de quels sont les déterminants. Donc, vous pouvez vous mettre en avance là-dessus. Je voudrais constater ceci. Ce que vous appelez l'ordinaire qui sort de l'ordinaire, on pourrait dire, c'est cette haine banalisée qui est chevillée au quotidien de nous tous. Oui. Cette petite xénophobie qui devient une haine qui nourrit, qui grossit et qui est devenue un monstre
qui a fait un massacre. Encore une fois, sans précédent, je pense que nous sommes d'accord, oui, au moins sur 3 faits dans le sans précédent. Le premier fait qui est sans précédent, c'est l'ampleur du drame. Plusieurs dizaines de personnes mortes et assassinées de façon extrêmement violente. Le procédé opératoire rappelle les massacres au Rwanda, au Burundi. Première chose. Deuxième chose, c'est l'extraordinaire complexification de cette violence avec des groupes armés invités. Ce n'est pas des populations qui sont armées occasionnellement, c'est des groupes armés existants qui ici sont invités. Et troisièmement, la complexification, c'est qu'elle est liée au défi terroriste, qui est le plus grand défi posé à notre pays depuis son existence. Donc je crois que nous sommes d'accord avec cela. Non, c'est par rapport à l'indicateur, c'est par rapport à cet indicateur numérique. Voilà. Il peut poser problème souvent pour les sociologues de mesurer l'ampleur d'un phénomène à partir de la considération numérique du phénomène. Donc, il se pourrait que, effectivement, ça nous aide peut-être à lancer la réflexion pour s'assurer que c'est effectivement le plus grand drame en termes numériques. Ça, il faut qu'on le fasse. Et je pense que si on le fait, ça va structurer la suite de la réflexion. Et ça, je pense qu'à partir donc de ton propos, c'est une invite à la vérification. Et à un autre niveau, la dimension numérique, il y a des circonstances en sociologie où même si c'est un mort, ça vaut un millier. Voilà. Donc, on considère donc la qualité, et peut-être c'est sur ça qu'on va revenir, on va considérer la qualité de qui est mort, la qualité donc la qualité donc des dommages que cela entraîne. Voilà. Et je pense également que les terroristes ont compris cette stratégie, donc de toucher à un élément pour que le système soit ébranlé. Merci. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Hein. Nous avançons de façon très prudente en tant que chercheurs. Et à la fin, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de prudence de chercheurs. Mais effectivement, de mémoire, à fouiller, le professeur m'a dit, on a parlé au téléphone, il a demandé à un collègue historien, moi j'ai checké, on a demandé à plusieurs collègues qui travaillent là-dessus. A priori, c'est sans précédent dans la dimension numérique. J'aime pas beaucoup la dimension numérique dans le nombre de personnes massacrées. Pour parler très clairement, c'est un pogrom. Parce que la dimension pogrom vient aussi avec cette envergure du nombre de personnes assassinées. Mais je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et tout à l'heure, quand on va donner la parole, je souhaiterais que des journalistes, que des personnes qui ont une connaissance factuelle qui permettent de nourrir ce que nous venons de dire, prennent la parole et puissent compléter ça. Et puissent compléter ce que nous venons de dire. Et parce que la prétention n'est pas ici de dire qu'on a fait un programme de recherche de plusieurs mois et qu'on est là pour donner un résultat de recherche. C'est une première approche. Je souhaiterais que sur cette base, nous avancions. Vous voulez ajouter quelque chose? Donc c'est l'implication des Kogluego. Parce qu'il y a une dimension nouvelle que ça intervient dans la gestion juridique de la question. Parce que là, il y a comme, dès lors que c'est des Kogluego, ce ne sont plus des citoyens responsables, individus. Ils se pensent et faisant ça au nom de la communauté villageoise. Il y a comme une sorte de déresponsabilisation en tant qu'individu qui complique la question de la gestion judiciaire. Parce que quelque part, ils vont demander, ils peuvent ne pas l'avoir, la solidarité du village en arguant que c'est au nom du village qu'ils ont posé ces actes. Donc ça complique un peu la gestion judiciaire, parce que des métastructures, ce n'est pas des structures institutionnelles, c'est des métastructures qui se sont bien routinées et ont pris suffisamment d'ampleur pour prétendre représenter ou agir au nom de leur communauté villageoise. C'était ce que je voulais ajouter. Merci, mais peut-être juste pour continuer sur la lancée, ça montre aussi ce qui s'est passé par rapport à l'État. La formidable démission de l'État dans un drame comme ça, c'est pas un massacre de quelques dizaines de minutes ou de quelques heures, c'est un massacre de jours, de plusieurs jours. Et en principe, notre pays doit avoir un meilleur maillage sécuritaire en raison de la situation et des défis terroristes. Et le centre-nord est une zone tampon importante. Donc, les témoignages de journalistes qui nous arrivent nous font croire très clairement que ce n'est pas une question d'information qui n'est pas arrivée. C'est beaucoup plus grave que ça. Là également, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Je souhaiterais, avant que nous abordions la question de pourquoi les facteurs déterminants, est-ce que c'est
simplement des conflits éleveurs-agriculteurs, quelle est la dimension socio-économique s'il y en a dedans, quelle est, j'allais dire, l'infrastructure mentale, psychologique qui a créé le drame, quel paradigme ou quelle théorie ou quelle hypothèse de compréhension de ça. Je jette les questions pour que vous apprêtiez à prendre la parole là-dessus. Mais avant que vous me preniez la parole, je voudrais indiquer quelques données. On a voulu faire un travail de monographie autour des Yirgou pour comprendre au plan socio-économique, au plan des différentes infrastructures, qu'est-ce qu'il y a de spécifique là-bas. On n'a pas fini ce travail, mais peut-être que le compte rendu de cette rencontre va arriver pendant que ce travail sera fini, on va ajouter ça, cela. Mais déjà, avec le professeur Kibora qui m'a passé le document, il y a une étude qui avait été faite en 2015 par le ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, qui s'appelle l'état des lieux des conflits communautaires au Burkina Faso en 2015. Et dans cet état des lieux, je voudrais indiquer deux choses très intéressantes pour les chercheurs, pour nous tous. La première chose, c'est que quand on regarde la typologie des conflits dans notre pays, les conflits intercommunautaires sont les conflits les plus importants dans le pays. Et ça, c'est depuis toujours. Deuxièmement, quand on regarde la distribution régionale des conflits, en ce qui concerne les conflits liés à la chefferie traditionnelle, parmi les 13 régions du pays, la région qui enregistrait, suivant l'étude, le plus grand nombre de conflits liés à la chefferie traditionnelle est de très loin la région du Centre-Nord. 164 conflits contre 85 pour la deuxième région qui vient, c'est-à-dire la région du Centre-Est. Donc là où ça s'est passé, c'est la région, j'allais dire structurellement connue, pour être le foyer, un foyer majeur, principal de la conflictualité liée à la chefferie traditionnelle. Deuxième observation importante, c'est aussi la région qui vient en premier lieu en ce qui concerne la fréquence des conflits interethniques. Donc, on a quelque chose d'intéressant, c'est une régularité très éclairante, à savoir que des études d'il y a plus de 4 ans indiquent que si on veut voir là où il y a le plus de fréquence de conflits liés à la chefferie traditionnelle, là où il y a le plus de conflits liés aux conflits interethniques, c'est dans la région du Centre-Nord que ça se passe. On peut dire que c'est donc pas très étonnant que ce soit dans un village de cette région-là qu'un conflit qui est à la fois un conflit interethnique lié à la chefferie et lié à d'autres choses éclate. C'est le premier élément de régularité, j'allais dire statistique, qu'on peut noter en attendant que notre monographie finisse là-dessus. Je souhaiterais remettre la parole cette fois-ci à Dr Yara Jacob pour qu'il nous dise, de votre point de vue, tout en restant ouvert à la compréhension de nous tous qui ne sommes pas tous des chercheurs, quel paradigme, quelle hypothèse, quelle école, quelle analyse permet d'éclairer à tout le moins une partie de ce qui est arrivé à Yirgou au plan théorique. Merci pour cette question. Elle est plus difficile que celle qui vient d'être posée, parce que là, on est en train donc de poser un peu le cœur donc de la réflexion théorique. Mais je vais me faire aider par des questions du type peut-être simple. Voilà, qui est mort ou qui on a tué et qui l'a tué. Et quand je pense à cette question du qui, c'est pour donner toute la dimension donc du contenu donc de ce drame ou de ce qu'on pourrait qualifier comme massacre donc à Yirgou. Donc c'est un chef coutumier et le professeur Oudako donc l'a rappelé, c'est un élément tampon, c'est un praticien, je pense. Donc je vais mettre la parenthèse en disant que c'est un élément économique pas négligeable qui est mort ensuite. C'était un conseiller municipal, donc qui a une légitimité peut-être politique. Donc je pense que ces 3 éléments pour caractériser donc la personne qui est à la base donc de ce qui s'est passé.
C'était un peu pour permettre au débat d'être interactif. C'est pas la première fois qu'on assassine un chef coutumier qui est autorité communale dans le Nord. Il y en a plusieurs depuis l'avènement du terrorisme. C'est juste pour titiller votre analyse. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, chaque fois qu'on touche à ce type de personnes, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, c'est la caractéristique de la personne qui est partie, qui a une dimension économique parce qu'il est chef, il est praticien, il est chef de coutumier parce que, enfin, et il a une autorité morale, il a une autorité sur donc les sujets, et c'est cette personne-là qu'on a, par exemple, assassiné. Qui l'a assassiné? Il semble que ce sont des personnes non identifiées, qu'on pourrait appeler donc des terroristes, venus d'où? On ne sait pas encore. Donc cette personne est décédée et on s'est organisé justement pour le venger. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe? On veut rétablir. Et c'est toujours ça la logique. Il faut rétablir l'ordre. On a tué notre chef. Parce que quand vous abordez la question de la mort, si vous l'abordez à la première personne, enfin à la troisième personne du singulier, il est mort, ça semble être simple. Voilà, un tel est mort. La question de la mort à la deuxième personne, mon oncle est mort, mon chef est mort, mon patron est mort, celui qui me nourrit est mort, ça commence à être différent. Et je ne parle pas donc de cette question de la mort à la première personne où je dis je suis mort. Ça veut dire que toutes les théories s'envolent, je suis foutu. Alors en ce moment se déclenche une situation donc de survie, d'instinct de survie. Et c'est comme ça que la population s'est organisée à Yirgou pour dire que si nous laissons faire, il faut vite rétablir l'ordre pour prouver que c'est nous qui avons la chefferie, c'est nous qui avons donc le pouvoir économique et c'est nous qui avons également le pouvoir donc politique. Donc c'est comme ça que je suis en train de m'interpréter le phénomène donc de Yirgou. Mais est-ce qu'il donne raison justement maintenant à ces ajustements? Et c'est peut-être avant ça, oui. C'est très intéressant ce que vous dites, mais j'ai envie de vous dire ceci. Oui. Juste pour vraiment, nous sommes des chercheurs dont on est tendu dans la discussion très ouverte. Oui. On a assassiné Thomas Sankara qui était une autorité morale et tout, politique. Il n'y a pas eu de représailles de cette nature. Et il y a eu une série d'assassinats de chefs au nord. Et c'est curieux que vous dites qui est mort et que vous en arrêtiez au chef. Alors, donc, c'est intéressant parce que dès lors qu'on ne va pas documenter assez sur le profil de qui est mort, on pourrait passer aussi à côté de ce qui motive les gens à agir de la sorte. Donc, en sociologie, nous dressons le profil de l'acteur pour comprendre pourquoi autour de cet acteur, on se comporte de la sorte. Pourquoi on tente justement donc de le venger de la sorte. On tue une personne et on en tue plusieurs autres à cause donc d'une personne. Alors, ça veut dire que cette personne nous représente 1000, 100, 1000, pourquoi? Donc, nous avons toujours cette habitude donc de documenter sur le profil donc de la personne concernée. C'est pourquoi j'ai pris ce temps sur justement le profil donc de la personne qui est décédée. Donc, et tout ça, c'est l'environnement dans lequel c'est passé justement. Et vous faites bien de dire dans la nuit du 31 au 1er. Donc, ça veut dire que nous commençons l'année. Et commencer une année avec une tuerie et tuer notre chef nécessite quand même quelque chose de légitime, de vigoureux, de très fort pour qu'on puisse donc réorganiser donc notre territoire et notre système social. Et c'est une réaction au maintien donc de l'ordre social, voilà, qui a poussé justement donc ces ajustements. Donc, je vous fais quand même une parenthèse pour dire que mon propos, avec une dimension sociologique, n'a rien à voir avec ce que je ressens par rapport à Yirgou. Je suis en train d'objectiver donc un phénomène qui s'est passé et qui nous permet donc de prendre du recul pour le comprendre. Donc, je ferme cette parenthèse. Merci. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose avant? Oui, j'aimerais quand même dire que maintenant, pourquoi Yirgou, pour nous, à un moment donné, si on creuse bien, on va se rendre compte qu'il y avait, bien entendu, d'autres soucis, d'autres problèmes, d'autres considérations à l'intérieur donc de cette communauté, qui n'ont pas été gérés, qui n'ont pas été bien gérés. Vous pensez à quoi? Voilà, je pense donc à cette question donc de pression environnementale, de pression peut-être, ou bien même on peut pousser la réflexion sur le plan économique des convoitises, par exemple
les éleveurs, si ceux qui ont été tués sont des éleveurs, ont un pouvoir économique plus fort, voilà, ça peut attirer la convoitise donc des agriculteurs qui ont de la peine avec donc la saison des pluies qui n'est pas régulière, avec tous ces éléments, avoir donc des convoitises. Mais peut-être, je vous aurai la parole tout à l'heure. Deux éléments pour permettre aux autres de réagir. La première, qui est un élément factuel, l'Institut Free Afrique a commencé à accumuler de la documentation. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, avec plusieurs sources concordantes, à plus de 50 noms de personnes tuées, dont plus de 90% sont des personnes dont on sait très probablement sont des Peuls. C'est une dimension très importante, la première chose. Et la deuxième chose, il y a une théorie économique qui est très curieuse, qui, a priori, on peut penser que les conflits intercommunautaires arrivent quand il y a de la rareté. Quand il y a de la rareté, on fait de la conflictualité. La théorie économique dit le contraire. Quand il y a de la rareté, c'est qu'on fait, on tue les personnes âgées, on tue les enfants. C'est des infanticides très reconnus dans le monde, et pas seulement chez nous. Mais quand il y a de l'abondance, la concurrence pour la captation des ressources abondantes peut créer de la conflictualité. Donc s'il y avait une théorie économique à regarder, la perspective théorique pourrait être de regarder, est-ce qu'on a connu une exceptionnelle récolte ou une exceptionnelle situation de rente ou quelque chose de cette nature là-bas qui pourrait être en lien avec cela. Mais je laisse la parole aux autres collègues pour qu'ils envisagent d'autres hypothèses de compréhension du sujet. Le professeur Kibora. Justement, je crois qu'en anthropologie, on va presque dans la même direction. C'est-à-dire que on n'est pas des économistes, mais souvent on a presque les mêmes points de vue. Je disais plutôt que... C'est pas la plus éclairée. Hein. Absolument. Non, je dirais plutôt dans le cas de l'analyse des conflits de ce genre, on met en avant les facteurs écologiques et les facteurs politiques. Et là, de nombreux chercheurs, anthropologues, socio-anthropologues, j'ai cité Jean Bernard, il y a mon ami Sten Albert qui a travaillé sur la question, il y a Myriam De Bruyne, comment dirais-je encore... même Jean-Louis Anselme dans Logique Métis, il y a quelques aspects qui ressortent sur cette problématique-là. Et je crois que ce sont ces facteurs qu'il faut observer. Parce que lorsqu'on parle donc de logique politique, dans le politique, on met un peu de tout, quoi. Il y a des déviations. Et tout à l'heure, en présentant les statistiques du ministère des Droits humains, on a sérié les conflits fonciers, des conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits ethniques. Alors, mais il se trouve que lorsqu'on analyse dans le fond, on essaie de comprendre les conflits, parce que déjà pour résoudre les conflits, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut les analyser in situ. Et en tenant compte des facteurs locaux et puis des influences extérieures possibles. Et lorsqu'on regarde ces conflits-là, le glissement des conflits fonciers vers la donne ethnique, elle est très facile. Lorsqu'on se trouve dans une situation où en matière de peuplement on est opposé à des populations qui ont des cultures différentes de la nôtre. Or, donc d'ici, dans cette perspective, on se pose dans une situation de construction de l'autre. Et cette construction de l'autre qui date depuis plusieurs siècles est faite donc à partir donc de systèmes de représentation qui sont fondamentalement culturels. Et à partir de ces systèmes de représentation, on se fait une idée donc de l'autre dans la gestion donc de ces deux dynamiques là que sont l'écologie et puis la chose politique. Et donc avec le temps, cela se renforce et il suffit souvent d'un élément déclencheur pour que cela puisse dégénérer. Et lorsqu'on touche on parle de chef, le chef fait partie donc des éléments politiques, mais la politique n'est pas que la gestion du pouvoir politique, il y a d'autres aspects qui interviennent donc dans cette possession, dans ce placement, dans ce positionnement donc des intérêts. Et cela peut avoir des liens aussi bien avec la justice, avec le marché, etc. Et donc c'est pour cela que je disais qu'on peut se retrouver sur le même terrain, mais même si on n'a pas les mêmes appellations, pour caractériser les phénomènes. Et donc je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut peut-être situer cela. Souvent on parle donc de préjugés. Et ces préjugés ont la peau dure parce que ça vient donc depuis l'enfance, depuis l'éducation informelle, et on acquiert certaines choses et qui, à partir du discours anodin, se transforment en violence verbale, et de la violence verbale on peut passer à l'acte. Et je crois que tout cela intervient donc dans la construction que l'on se fait de l'autre, et c'est ce qu'il faut souvent savoir arrêter. Lorsque on a parlé donc du cas de Yirgou, au-delà donc du symbole du chef, etc., il faut reconnaître qu'on est parti d'une construction donc de l'image même du terroriste. Au départ, qu'est-ce qu'on disait? Le terroriste c'est l'étranger, c'était le Touareg, c'était
c'est l'arabe. Et ensuite, on a évolué, le terroriste, c'est le Peul. Et des faits sont venus confirmer cela dans l'imaginaire populaire. C'est par exemple Ansarou Islam avec Madame Diko, et puis c'est Amadou Koufa au centre du Mali. Et du coup, on dit, ben voilà, ça confirme le fait. Et lorsque la fake news arrive dans cette situation... C'est juste un instant, justement. Il y a des faits qui confirment lourdement le contraire. Mais aussi, oui, quand on a vu le Savadogo, le Ouedraogo... C'est juste, c'est que... On a beaucoup discuté, c'est juste pour équilibrer. Exactement, je venais chronologiquement, effectivement, je disais, on a évolué de l'arabe, maintenant on est au Peul. Et puis après, à Rayongo, on arrive à déloger des Savadogo, des Ouedraogo, on finit par se dire, ben finalement... Et donc, il faut souvent des événements comme ça pour arriver à corriger un peu la situation. Mais il y a des qui sont restés toujours dans cette compréhension où le terroriste, c'est le Peul. Et cette conception-là est renforcée par certains préjugés, certaines représentations sociales. Et il suffit qu'il y ait quelque chose pour que cela se déclenche. Et il y a des faits, pour Yirgou, hein, je crois qu'il y a des événements qui sont intervenus. Il y a eu dans la même province, dans la même commune même de Barsalgo, il y a eu une école qui a été incendiée. Il y a eu un marché qui a été incendié. Il y a eu le siège des Kogolego qui a été incendié. Et tous ces gens, lorsqu'on a mené les enquêtes, comme tu le disais tout à l'heure au début, les gens disaient, alors, c'était les autres des terroristes, c'était des bergers Peuls qu'on connaît bien, ils sont dans le village. De toute façon, à la prochaine attaque, nous, on descend sur eux. Et voilà, c'est pourquoi j'ai parlé au début de mon intervention de manque d'anticipation et de défaillance du système. La défaillance, elle est individuelle, collective, mais aussi, aussi de la responsabilité des pouvoirs publics. Alors donc, voilà, c'était ces aspects-là qu'il faut souvent noter. Et lorsqu'on a dit cette assimilation, cette accumulation donc de préjugés, de représentations négatives, parce que la notion de l'étranger, même, c'est une notion qui est évolutive. Jean-Louis Asselm disait que c'est une notion performative, en ce sens qu'elle peut être positive dans certaines situations, comme elle peut être négative. Lorsque vous regardez à Nafona, j'écoutais quelqu'un qui parlait du cas de Banfora, il dit c'est un étranger qu'on a accueilli, et chez nous, lorsqu'on reçoit un étranger, on le reçoit bien, on le loge bien, et surtout que c'est un parent à plaisanterie, alors il est bien intégré. Mais après, il y a des actions qui se posent, il y a des gestes, il y a des actes, et puis du coup, ça tourne, ça peut dégénérer autrement, parce que il y en a qui peuvent actionner aussi, même sans être sur le lieu. Hein, je crois que c'est ça aussi qu'il faut analyser, parce que le conflit, il peut être local, mais les facteurs ne sont pas forcément locaux. Et les facteurs, il y a une combinaison de facteurs avec des interventions qui peuvent être aussi externes. Je crois que c'est cela aussi. Merci beaucoup. En attendant qu'on teste le micro du professeur Ouedraogo, qui va devoir nous dire qu'est-ce qu'il pense comme étant un paradigme qui permet de compléter la compréhension de la situation, je voudrais dire deux choses. La première, c'est une anecdote. La deuxième, c'est aussi une anecdote. La première, puisque vous avez parlé de préjugés. La première, il y a une amie dans la salle ici, dont le neveu était 10 ans, était dans un grand lycée de Ouagadougou. Et des amis à lui, l'année passée, me semble-t-il, l'ont traité de terroriste. Il est Peul, le petit en question. Et quand on l'a traité de terroriste, il s'est battu contre cette camarade de 10 ans et on a convoqué sa maman. Et quand sa mère est arrivée au collège, la maîtresse essaie d'expliquer à la maman du petit combien elle devrait discipliner son enfant et ainsi de suite. Et elle, la mère, légitimement posait la question de pourquoi on dit que mon fils est terroriste. Et la directrice de l'école ne voulait pas entendre cette question. Elle voulait rester sur les coups qui ont été portés contre un autre. C'est pour expliquer que c'est des choses que nous avons trop banalisées. Le deuxième est beaucoup plus grave. Le deuxième, je l'ai vécu de moi-même. En juin, à Bobo-Dioulasso, il y a eu une discussion publique à laquelle j'ai assisté qui a été extrêmement dure sur le terrorisme. Ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. Et puis à la fin, je suis allé m'entretenir avec un magistrat qui est en fonction dans un très haut lieu de la République, plutôt comme conseiller de conseiller. Et ce magistrat m'a dit, mais mon cher, toi tu dis que la question du terrorisme, il y a des massacres au nord, comme notre travail de recherche le montre à Free-Afrique. Mon cher, toi-même tu connais que les Peuls ne sont pas clairs. Il est magistrat. Je crois que chacun d'entre nous peut donner une anecdote de cette nature sur les Peuls, sur les Bissa, sur les Bobos, sur ainsi de suite, sur ainsi de suite, souvent où nous sommes. Il faut qu'on se l'avoue, c'est l'odeur grave de nos contre-cultures, de nos sous-cultures, qui sont la haine ordinaire, qui un jour épouse un visage de monstre et puis on dit que ce n'est pas nous.
mais pendant qu'au quotidien, nous arrosons cette haine-là. Professeur Ouédraogo. Merci. Et bon, je vais continuer sur ces préjugés, idées reçues, en essayant d'expliquer comment ça marche au plan biologique. En fait, nous suivons ces idées reçues, ces préjugés, exactement comme les pentados suivent la mère poule. Comment se fait-il que les pentados suivent la mère poule? C'est un conditionnement. Et ce conditionnement est d'autant plus efficace et ses effets d'autant plus rémanents que le conditionnement est précoce. Donc, si c'est connu, il y a biologiquement, c'est bien connu. Les brebis, à un moment donné, si vous séparez la brebis pendant ces phases critiques d'imprégnation, ce qu'on appelle ça imprégnation, après vous ramenez la brebis, le mouton, la femelle du mouton ne va pas reconnaître sa propre brebis. Voilà. Et ça, c'est bien connu. Les préjugés et les idées reçues fonctionnent à peu près de la même façon. Maintenant, chez les pentados et la mère poule, il y a une période de sevrage à laquelle la mère poule participe activement en entrant en conflit avec ses petits. Donc, ils ont en quelque sorte un tuteur pour le sevrage. Chez les humains, cela correspondrait par exemple à une déconstruction des préjugés. Qui peut être ce tuteur à partir duquel on peut déconstruire ces préjugés? C'est l'État. Ce sont les institutions de la République. Vous êtes un préjugé, vous posez des actes, la République vous remet dans les rangs. Malheureusement, évidemment, sur beaucoup de plans, cet État a été défaillant, il reste défaillant, faisant en sorte que les gens peuvent toujours continuer à exprimer ces préjugés, ces idées reçues, sans qu'il y ait quelque chose, quelque part, on leur dise « stop, c'est pas comme ça ». Donc voilà un peu ce qui peut justifier le fait que la haine soit durable et forte, de sorte que même les gens peuvent faire des massacres sur plusieurs jours. Et comme ces préjugés, je ne sais pas, Albert Einstein dit que c'est plus difficile à intégrer que des atomes, etc. etc. Bon, l'autre élément que je veux ajouter sous forme de plaisanterie, mais pour montrer à quel point c'est puissant, on dit qu'il y a un adage en Morée qui dit qu'un village ne se détruit pas sans l'implication des personnes de petite taille. Un autre préjugé, professeur. Mon grand ami Lucien Humbert n'est pas si grand que ça. Je vais vous montrer à quel point. Imaginez que vous arrivez, vous voyez un conflit, vous avez plein de gens. Si par hasard, une personne de petite taille surgit, vous avez dit, voilà, ça confirme le préjugé. Alors que ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont là, qui ne sont pas de petite taille, mais on ne va pas les voir, on va indexer la seule personne de petite taille qu'on a vue à cause justement de ces préjugés qu'on a construits de façon précoce et qui reste relativement rémanent. Donc, biologiquement, ça peut se déconstruire. Et c'est à ce travail qu'on doit pouvoir aller, mais il faut qu'évidemment l'État joue son rôle, parce que c'est le seul tuteur commun à tous ces préjugés. Vous avez des préjugés de diverses communautés contre d'autres communautés, et le seul rempart qui peut faire face à tout ça en même temps, c'est l'État. Et malheureusement, souvent, on a des difficultés en termes d'efficacité et d'implication de cet État-là. Et quand nous parlons d'État, évidemment, il faut qu'on fasse on ne parle pas de... Parce qu'il faut que nous apprenions à travailler pour l'État neutre. L'État doit être dissocié du pouvoir MPP, du pouvoir CDP ou de n'importe quel autre pouvoir qui va venir. Il faut qu'on arrive à faire cette distinction de pouvoir faire un discours pro-État avec des notions fortes, sans que ça soit confondu avec pro-pouvoir MPP, pro-pouvoir CDP, etc., etc. Et ça manque souvent dans le débat public. On lit des déclarations où les gens insistent sur la responsabilité de l'État actuel. C'est réducteur, extrêmement réducteur. Parce que insister sur la responsabilité du pouvoir actuel, c'est vrai, mais on envoie un peu de l'obscurité sur ce qu'il y avait avant ce pouvoir MPP, avec les exemples qu'on a vécus, et ce qui peut survenir après ce pouvoir MPP, puisque de toute façon, ce n'est pas un pouvoir éternel qui tombe brutalement ou de façon normale. Si on ne fait rien, ce n'est pas le fait de changer le pouvoir de MPP à autre chose qui va nous sortir de cette situation. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette... Merci. Je sais que Jacob Yara légitimement veut ajouter quelque chose à quel paradigme, quelle théorie pour comprendre cela. Mais je voudrais ajouter une autre question à cela également, ce qui est de savoir
qu'est-ce que Yirgou préfigure? Est-ce qu'on a essayé de voir les antécédents? Qu'est-ce que ça annonce de noir? Mais peut-être, je vais dire un mot avant que tu ne dises cela. Puisque le professeur a parlé d'état neutre, j'ai envie de dire état impersonnel. Sinon, les marxistes diraient qu'il n'y a pas d'état neutre. Un état impersonnel, on veut dire. Donc, on s'entend très bien. Sur cette question de l'état, en lien avec la question de Korolego, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner. Luc Damiba est là. Luc Damiba a fait un film avec un autre collègue Compaoré ici sur Korolego Land, dans lequel ils ont fait un entretien de 3 heures avec les chercheurs de Free Afrique parce qu'on a travaillé sur le sujet. Et dans ces entretiens qui ne sont pas dans le film, et du reste il faudrait que Luc donne les roches pour qu'on mette sur Internet parce que c'est un résultat de recherche de 3 heures, nous disions des choses extrêmement graves sur les Korolego, à savoir qu'il y avait 4 lignes rouges, que si nous les franchissions, on allait au Tenkoum. La première ligne rouge, c'est la ligne rouge religieuse. Si nous avons des Korolego, des groupes d'autodéfense, protestants, catholiques, musulmans, tout ce qu'on souhaiterait, on est foutu. La deuxième ligne rouge, nous indiquions, si nous avons un jour des groupes d'autodéfense, CDP, UPC, ainsi de suite, on est foutu. Sur la première ligne rouge, on a failli avoir ça, vous avez compris ce qui est arrivé vers Poutenga. Sur la deuxième ligne rouge, vous avez vu ce qui est arrivé un peu en 2015. La troisième ligne rouge, si nous avons des groupes d'autodéfense régionaux, c'est le Tenkoum. Vous avez compris ce qui est en train de se faire. Et la quatrième ligne rouge, nous avions indiqué que si nous avons des Korolego ethniques, on est foutu. Il me semble que sur chacune de ces lignes rouges, on est en train d'avancer et que sur la quatrième, à Yirgou, tout le monde a débordé. Donc, nous sommes au cœur de quelque chose et nos discussions, pas très intelligentes, à savoir on est pour ou contre, ne disent rien sur la déresponsabilité collective vis-à-vis des gens qui ont des pourrières, qui ont des enquêteurs, qui ont des pénitenciers, qui ont des armes, qui ont des réseaux de rente pour nourrir tout ça, et on dit l'État est défaillant, donc on peut tolérer cela. Il y a quelque chose à dire là-dessus, et je vais finir par ce mot de Césaire qui dit, dans le discours sur le colonialisme, nous ne sommes pas des peuples de ceci ou de cela. Ceci ou cela, c'est dire, comme l'État est défaillant, n'importe quoi est valable. Il faut qu'on sorte de ce peuple de ceci ou de cela. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara, il faut qu'on sorte de ça. La réalité doit être un peu plus intelligente et un peu plus haute, ambitieuse que cela. Chers collègues, tu as la parole. Non, merci pour la parole. J'étais en train de m'interroger sur un ou deux éléments à la suite donc, de l'intervention du professeur Kibora et du professeur Udaro, sur donc, les éléments de connaissance sur le peuplement donc, de Yirgou. Est-ce qu'il serait intéressant de savoir comment Yirgou a été peuplé, comment à un moment donné les différentes ethnies ou les différentes couches sociales se sont mises en place? Est-ce que ça peut justement nous donner donc des éléments de connaissance par rapport donc au drame de Yirgou? L'autre élément que j'étais en train donc de voir, c'est la question de la désorganisation sociale ou encore même de la construction sociale donc de la stigmatisation. Quand la stigmatisation devient une construction sociale et passe pas donc les mécanismes donc de formation, d'instruction, de socialisation, on a de la peine à les déconstruire tout de suite. Ça prend du temps, ça prend donc des moyens et beaucoup donc de travail. Mais je suis en train de comprendre que ce soit donc les Peuls, que ce soit donc les Bissa, que ce soit les... Vous dites encore les Bobos et autres. Donc, ça renvoie donc à une construction sociale donc, de ces ethnies avec donc un ancrage très fort et on penserait que, compte tenu du fait que nous sommes dans un pays qui s'ouvre au monde, il y a certaines choses qui allaient se déconstruire du fait que nous sommes donc dans un monde mondialisé et autres. Et on se rend compte que ce sont donc des éléments qui résistent au changement. Donc, tout ça, il faut le documenter pour montrer comment tout cela fonctionne et participe aussi à la régulation donc, sociale dans notre pays. Donc, ce qui s'est passé à Yirgou me semble-t-il être une forme donc peut-être de manifestation donc d'un besoin donc de se réorganiser sur le plan social. Sinon, comment se fait-il, selon l'hypothèse, que les Peuls, avec donc leur pratique donc de nomadisme, nomadique, arrivent sur peut-être Yirgou à un moment donné de l'histoire donc qu'on les accepte, qu'ils s'installent, voilà. Et ça aussi, ce sont des changements sociaux qu'on constate. Hein, le caractère sédentaire justement donc des peuples nomades.
Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Et qu'on les accepte, et qu'on passe un contrat, et qu'à un moment donné, on rend le contrat qui nous unit. Et ça, et de façon violente, et de façon inimaginable. Donc, c'est toute la question, c'est toute l'interrogation. Comment, à un moment donné, nous sommes en paix? Ou bien c'était une paix précaire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, paf, pour l'observateur lambda, pour un rien, tout est chamboulé. Donc, je pense que tout cela constitue donc des interrogations. Maintenant, pour revenir, qu'est-ce que cela augure pour demain? Je vais faire le lien avec le terrorisme. Si je fais le lien avec le terrorisme, les objectifs du terrorisme, c'est de semer la peur. C'est de toucher à un système et de vous provoquer. Et de sorte à ce que vous puissiez réviser ou rebattre les cartes, que ce soit sur le plan politique. On n'a jamais donc refusé de lire un maire parce que donc la pollution à Ouagadougou est très forte, mais on va refuser de lire un maire s'il n'arrive pas donc à résoudre la question, par exemple, du terrorisme. Peut-être le président du Faso ne sera pas... on ne va pas les lire parce qu'il y a des gens qui meurent peut-être du diabète, du sida et autres. Arrivons en 2020 d'abord et puis on va voir. Mais on peut ne pas voter tout un président du fait qu'il n'arrive pas à gérer donc, la question du terrorisme. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu politique. Donc le terroriste, dans sa stratégie, c'est de toucher à un système, de faire croire qu'on peut trouver une solution et vous mettre en conflit les uns envers les autres ou susciter. Donc, il ne tue pas beaucoup. Par exemple, il n'arrive pas à tuer 25 000 francs par affaire. 25 000 personnes par an sont tuées donc du fait du terrorisme contre 1 300 000 que le diabète emporte les gens et autres. Donc, quand on est sur donc, les questions numériques, on se rend compte que non, en fait, la stratégie est liée donc à la peur. Donc, sur Yirgou, ce qui s'est passé, on a touché à quelque chose, le système s'est ébranlé, on va donc forcément redessiner donc, la cartographie donc, de Yirgou, réécrire donc l'histoire donc, de Yirgou. Et ça, la stratégie donc, terroriste est là pour justement nous forcer à faire avancer donc, certaines choses et à laisser donc, tomber un certain nombre d'acquis démocratiques, d'acquis donc, de développement sur un territoire donné. Et ça, j'aimerais qu'on en tienne compte. Si on tient compte justement donc de cette stratégie du terrorisme sur donc la bande sahélo-sahélienne et qu'on voit donc sa stratégie qui est donc de semer la peur une fois, ensuite faire en sorte que vous soyez toujours en conflit toucher à un système pour que un ordre social soit ébranlé, voilà. Si on tient compte de cela, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que même si le terrorisme n'arrive pas à tuer beaucoup de personnes dans la bande ou dans des villages, il est en train donc de monter les communautés entre elles, de sorte à ce qu'après son passage, nous ayons donc beaucoup donc de cas ou de considérations, beaucoup donc de problèmes à gérer après son passage. Nous pouvons un jour vaincre le terrorisme, mais on aura un passif sur le plan social, sur le plan des liens sociaux à gérer. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, à Aribinda, un vieux à la retraite me dit, non, il y a des gens qui ont tué. Tout dans le village, on sait qu'ils ont participé à tuer. Parce qu'ils sont allés de l'autre côté de la frontière et ont participé au massacre. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'on les a abusés. Quand on les a trompés, ils n'ont pas eu peut-être la moto et bien d'autres offres qu'on faites, et ils sont revenus. Quand ils sont arrivés, c'était de nuit à la prière du soir. Il rentre dans la mosquée pour prier, enfin il reste à la porte de la mosquée, il voit son père donc voit donc le chef donc, de la mosquée, il dit que mon fils est de retour, il voulait se repentir. Et à l'annonce donc du retour du fils, certains ont commencé à quitter la mosquée. La première personne à quitter la mosquée, c'est le papa du fils, le papa dont le fils a été tué par justement celui qui s'est repenti. Donc, nous sommes en train de constituer un grand nombre donc, de repentis qui ne peuvent plus revenir sur leur territoire ou bien sur le territoire parce qu'ils ont commis des forfaits. Le terrorisme, qu'il soit vaincu à un moment donné, on aura ce problème à résoudre. Deuxième élément, en lien toujours avec donc, la gestion de notre territoire. Ça veut dire que
l'ordre sera secoué, l'ordre social sera secoué, il va secouer aussi l'ordre politique, qu'on aura donc peu de moyens, justement, à mettre donc dans la reconstruction sociale, économique ou sociopolitique, voilà, donc, de nos territoires, et à leur donner un visage humain il me semble être donc, ça semble